été absente la semaine dernière et je vais devoir être absente à nouveau début novembre puisque, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis actuellement directrice du laboratoire CRPMS et que ces fonctions, encore pour 2 ans, durant la libération, me contraignent parfois à assister à des réunions et mardi 4, c'est l'équipe présidentielle qui vient nous rencontrer. C'est donc un moment important où on essaie, bon an mal an, de faire remonter les difficultés qu'on peut rencontrer dans la direction d'un laboratoire ou d'un département. Dans l'état actuel, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Paris Cité est en train de devenir grand établissement, ce qui n'est pas la même chose que établissement d'enseignement supérieur. Ça a des effets en termes au niveau des statuts, ça peut avoir des effets sur la possibilité d'augmenter les inscriptions, la sélectivité, donc ça concerne aussi les étudiants. C'est une politique, alors il y a certaines universités en France qui sont déjà dans l'établissement, c'est pas sans poser certaines inquiétudes pour l'avenir de ce qui nous anime nous en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de mission, le service public. On est aujourd'hui confronté avec une évolution qui transforme petit à petit les universités en entreprises. Voilà. Je ne vais pas vous déprimer, mais c'est la réalité actuelle. Donc ce type de réunion, il faut y être, et c'est le mardi 4 novembre à 14h. Et ça durera au minimum 2 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de toute façon avancer le programme. Il y aura la semaine juste avant les vacances qu'on pourra utiliser en cours de rattrapage, puisque c'est une semaine où on peut rattraper. Et si jamais on ne tenait pas le programme, mais je pense que ça devrait aller, je vous enverrai éventuellement le cours sur Moodle. Pour l'instant, on avance. Alors, vous vous souvenez qu'on avait évoqué la dernière fois la prise en compte du point de vue de la psychothérapie institutionnelle de la double aliénation. Vous vous souvenez de ça? C'est quoi la double aliénation? Psychique et sociale, vous vous souvenez? Si on la transpose donc à la question des lieux de soins, des institutions, c'est une façon de dire que tout soignant va prendre en compte, au-delà d'une psychopathologie individuelle, la vie de l'institution, c'est-à-dire la prise en compte de la dimension institutionnelle du travail. Donc ça vous concerne, vous, en tant que futur psychologue. Ce qui veut dire très concrètement que dans les lieux de soins, il y a souvent des réunions dites institutionnelles et des réunions dites cliniques. Sachant que l'institution peut elle-même être prise dans des effets d'aliénation sociale qui peuvent être majorés lorsqu'il s'agit d'accueillir des patients très malades psychiquement, ça on l'a vu, avec notamment toute la question des effets de la psychose ou de la maladie psychique grave sur le fonctionnement de l'institution elle-même. Alors, vous verrez sans doute sur vos lieux de stage qu'il y a des réunions plus institutionnelles et puis des réunions plus cliniques où là on va se pencher sur les patients et sur les effets transférentiels de tel ou tel patient et de telle pathologie. Alors, un des exemples pour penser ces deux niveaux d'analyse qui ne doivent pas être confondus, je vais citer Pierre de Lyon, que vous connaissez sans doute, dans un livre intitulé « Soigner la personne psychotique » chez Duno, paru en 2005, qui prend l'exemple, donc il est pédopsychiatre, Pierre de Lyon, c'est un fervent défenseur de la psychothérapie institutionnelle, de Lyon, D-E-L-I-O-N, Pierre de Lyon, pédopsychiatre. Et lui, il donne l'exemple des deux niveaux de décision à prendre dans un service de pédopsychiatrie. Un premier niveau qui va concerner les décisions à prendre en matière d'indication de soins, c'est-à-dire les dispositifs, les indications thérapeutiques à mettre en œuvre avec les parents de tel enfant, éventuellement les mesures d'orientation et de protection, ASE, PJJ dans certains cas.
Donc à ce niveau-là, on voit bien qu'on a un niveau clinique, l'équipe va se réunir en constellation transférentielle, ça c'est le terme de Jean Houry, pour réfléchir, penser ensemble, mettre au travail une pensée collective et proposer les meilleures orientations, solutions face aux problèmes posés par une situation qui engage un enfant et sa famille. Mais la décision, au final, est toujours prise par le médecin. C'est une décision médicale qui engage l'ensemble du collectif. Donc on prend cette décision par rapport à ce qu'on peut comprendre de la psychopathologie de l'enfant. Le deuxième niveau de décision concerne les problématiques organisationnelles, donc institutionnelles, c'est-à-dire le fonctionnement d'un service. Par exemple, les infirmiers de nuit, si on est en intra-hospitalier, souhaitent mettre en place un système dans lequel ce ne sont plus seulement certains qui font les nuits, mais tous les infirmiers à tour de rôle, qui vont se partager ce travail. Donc, au cours de ces réunions plus d'organisation, qui sont indépendantes des réunions cliniques, qui peuvent avoir lieu, dans le meilleur des cas, à l'initiative des soignants, il peut y avoir un vote à bulletin secret. On voit bien qu'il y a là, il y a une décision qui est prise de façon collégiale, de façon démocratique. Si on imagine la confusion, c'est-à-dire imaginer qu'une décision d'orientation thérapeutique pour un enfant soit prise à bulletin secret. Ça paraît fou, on est d'accord. De même que si la décision concernant l'organisation d'institution est prise uniquement par le médecin, ça peut donner le sentiment d'un arbitraire. Donc parfois, pourquoi avoir en tête ces deux aspects-là? Parce que parfois, il y a des effets de mélange, qui sont des effets aussi des pathologies. L'institution se met à fonctionner de façon folle et confond potentiellement la dimension d'aliénation mentale et d'aliénation psychique. Il peut se retrouver finalement, les patients peuvent se retrouver à payer finalement des dysfonctionnements institutionnels. C'est-à-dire s'il y a une angoisse qui augmente ou une détresse ou une insatisfaction au niveau de l'organisation institutionnelle, les patients peuvent en faire les frais, alors que, évidemment, ils n'ont rien à voir avec ça, ou en tout cas très indirectement. Donc l'idée, c'est toujours, vous comme futur clinicien, d'avoir une écoute et une attention à ces différents niveaux de la vie institutionnelle. Écouter les patients, certes, mais écouter aussi l'institution. Alors, on va maintenant s'intéresser aux deux grandes voies de développement de la psychothérapie de secteur, institutionnelle, donc le secteur notamment. J'avais commencé à l'aborder très vite, je me souviens, le jour où je n'avais pas mes notes, donc on va reprendre un peu les concepts et puis les aspects plus pratiques, c'est-à-dire notamment avec la naissance de la psychiatrie de secteur et quelques noms qu'on a déjà cités comme repérage en France. On a Paumel, P-A-U-M-E-2-L-E, Philippe Paumel, Paul-Claude Racamier, le grand livre de Racamier, vous vous souvenez, 1970, Racamier. La psychanalyse sans divan. Un psychanalyste sans divan. Ah, quoique j'ai un doute, c'est peut-être la psychanalyse sans divan. Je dirais un psychanalyste sans divan. À vérifier. Donc, comme son nom l'indique, c'est-à-dire comment penser une psychanalyse, une pratique et une méthode analytique qui ne se passe pas dans le cadre d'un dispositif vivant fauteuil, donc qui se passe en institution. Et puis Lebovici, Serge Lebovici et Diatkine. Ces gens-là qui ont œuvré, oui. Alors, Lebovici, L-E-B-O-V-I-C-I, et Diatkine, D-I-A-T-K-I-N-E.
Donc vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, hein, il y avait déjà tout un travail autour de l'expérience de Saint-Alban et de la réunion de certains psychiatres, psychanalystes, de réfugiés politiques, hein, notamment Toscaïès, qui ont dénoncé l'état des hôpitaux, des asiles, et surtout le fait que les établissements psychiatriques peuvent aggraver l'état des malades, au lieu de les soigner. Je crois que c'est un point qui reste absolument central et qui a tendance à être complètement évacué à l'heure actuelle dans les institutions de soins. C'est-à-dire que l'institution peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire aggraver l'état des patients. Il y a des journées psychiatriques nationales qui ont lieu chaque année à partir de 1945, qui sont animés par des noms qu'on a déjà évoqués, donc Lucien Bonafé, B-O-2-N-A-F-E, Daumaison, D-A-U-M-E-Z-O-N, Toscaïès, Henri Hay, E-Y, et une revue apparaît, donc 45, juste à la fin de la guerre, l'information psychiatrique, qui va devenir l'organe de ce courant en plein développement de la psychothérapie institutionnelle. Ouais. L'information psychiatrique, qui naît en 1945. À l'époque, on a beaucoup de jeunes psychiatres issus du Parti communiste français, hein, comme Bonafé, Daumaison, qui vont œuvrer de façon très féconde pendant cette période à transformer considérablement les lieux d'accueil des malades psychiques. Et il va y avoir à ce moment-là, peut-être pas un clivage, mais une sorte de désaccord au sein même du courant de la psychothérapie institutionnelle, avec une tendance très sociale et une tendance plus puriste, psychanalyste puriste. Donc d'un côté, les médecins communistes vont prendre leur distance avec une psychanalyse jugée trop bourgeoise, et à l'inverse, des psychanalystes qui restent soucieux de garder un peu la pureté de la pratique vont chercher à maintenir une psychanalyse au sein des hôpitaux qui pourrait avoir tendance à ignorer le contexte institutionnel de l'exercice. Alors, en 1952, vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Voilà, l'arrivée des neuroleptiques et aussi d'autres événements, une circulaire ministérielle qui va viser à faire disparaître les aspects carcéraux des hôpitaux. C'est-à-dire disparition des uniformes. Ouais. 1952. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'officialisation du terme de psychothérapie institutionnelle, il y a l'apparition des premiers neuroleptiques, et puis il y a donc une circulaire ministérielle qui va faire disparaître les aspects carcéraux des hôpitaux psychiatriques, notamment disparition des uniformes, la possibilité pour les malades de garder leurs effets personnels, et même des objets, des bijoux comme leur alliance. Avant, tout était enlevé, on leur mettait des espèces de blouses. On va distribuer des serviettes périodiques aux femmes, ce qui n'était pas le cas avant. On va inciter à rendre les lieux plus agréables. Et en 1958, quelques années plus tard, là, une circulaire réglemente les activités d'ergothérapie. Vous vous souvenez, c'est le fait qu'un malade peut travailler contre un salaire. Ce qui avait été initié, vous vous souvenez, à Saint-Alban, de façon un peu expérimentale et imprévue,
avec ces patients qui s'étaient mis à fabriquer des objets en période de pénurie. Oui. Pardon ? 58. Bon, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ces dates par cœur, ça ne sera pas forcément le plus utile. Il y a une idée, en tout cas, d'évolution à la chronologie. On reste quand même dans l'après-guerre. En tout cas, on va dire, entre voilà, l'expérience Saint-Alban pendant la guerre et l'après-guerre, jusqu'aux années 60, 80, ça va être vraiment la grande période d'une transformation radicale des lieux de soins. Et dès les années 80, avec la sectorisation, hein, c'est-à-dire que l'État s'engage de façon très active. Et puis, dès les années 80, on commence un petit peu à faire marche arrière. Alors, en 1960, c'est la mixité qui est autorisée dans les services. Donc on voit bien, ce qui est intéressant, c'est que la psychiatrie de secteur, donc la sectorisation, est intimement liée au courant de la psychothérapie institutionnelle. Psychiatrie de secteur, psychothérapie institutionnelle. Et Pierre Vélion propose cette définition. Il définit la psychiatrie de secteur comme la condition de possibilité d'exercice de la psychiatrie. Donc la condition de possibilité d'exercice de la psychiatrie, tandis que la psychothérapie institutionnelle en est la méthode organisatrice. Alors, si on a le temps, d'ici décembre, on verra, je vous dirai quelques mots quand même de l'évolution plus contemporaine hein, de l'organisation des soins et de la santé mentale. Donc, oui. Alors, la psychiatrie de secteur peut se définir comme la condition de possibilité d'exercice de la psychiatrie, condition de possibilité d'exercice de la psychiatrie, tandis que la psychothérapie institutionnelle en est la méthode organisatrice. Pierre de Lion, le pédopsychiatre dont je vous parlais, hein, qui a beaucoup œuvré, qui continue à œuvrer pour la psychothérapie institutionnelle. Alors, le lieu d'ailleurs, dans Paris, quel est le lieu un peu d'origine de la sectorisation? Quel arrondissement? Quand? 13e? Ouais, l'ASM 13. L'association de santé mentale du 13e. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire leur stage. Peut-être que vous allez trouver des stages là-bas. Il y a le centre Alfred Binet, il y a l'unité l'USIS, l'unité de soins intensifs du soir pour les enfants. Il y a tout un secteur de psychiatrie adulte. Il y a une équipe mobile, psychiatrie et précarité. Enfin, il y a énormément Et puis, il y a aussi des séminaires proposés. Donc, il y a un bon nombre d'étudiants, on va dire ici, qui vont faire leur stage dès la L3, M1 ou M2 à l'SM 13. Et je vous conseille vivement d'y aller. En tout cas, d'aller taper à cette porte-là. Et donc, Philippe Paumel, il travaille. Il a soutenu une thèse en 1952 qui s'appelle « Le traitement collectif du quartier des agités ». Et il soutenait déjà l'idée de maintenir la psychanalyse comme référence clinique centrale. Je prends trop vite. Non mais notez pas tout. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. Je me souviens plus comment je prenais des notes quand j'étais à votre classe. Mais l'idée d'essayer d'attraper l'essentiel, je sais pas si c'est faisable ce que je dis. Je me rends pas compte. Non, c'est pas grave. Vous notez tout, puis après vous voyez ce que vous en faites. Il n'y a pas d'enregistrement d'ailleurs cette année. J'ai une étudiante du relais handicap qui je lui ai envoyé mon cours parce qu'elle m'a dit personne, il n'y a pas de retranscription. D'habitude, les étudiants s'organisent pour retranscrire, non, vous ne le faites pas? C'est en cours. Ouais, je sais que c'est un gros travail. Ça peut être un gros travail. Ça, c'est votre affaire, ça, effectivement. Ça ne regarde pas les enseignants. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a certains étudiants empêchés qui ne peuvent pas. Et donc, moi, je leur ai donné directement le cours. Enfin, cette étudiante, en tout cas,
qu'elle ne pouvait pas assister et qu'elle attendait des retranscriptions. Ça peut être bien, après c'est un gros boulot, il faut qu'il y ait des volontaires, mais ça peut être intéressant. Après se pose la question des erreurs, ça arrive, parfois je vois des coquilles un peu surréalistes en copie de fin d'année, donc après il y a une responsabilité aussi d'aller vérifier notamment les sources, l'orthographe des noms, etc. Donc j'essaie de parler moins vite, mais ne notez pas forcément tout. Voilà, faites un tri dans ce que je dis là. Hein. Par exemple, la thèse de Paumel, c'est pas certain que ça vous soit utile. Oui, mais je vous demanderai pas des éléments d'exemple. Alors, est-ce que vous gagnez des points en plus si vous... Alors, peut-être j'ai un mot du partiel, parce que c'est moi qui vais vous donner le sujet corrigé. Non, moi, comment dire, j'attends pour le partiel beaucoup plus, alors le par cœur, aucun intérêt, que vous puissiez rendre compte de la façon la plus claire, la plus juste, alors là pour le coup ça peut être d'éléments de l'histoire de la psychothérapie institutionnelle sans forcément donner en ayant une idée, des grandes dates clés, évidemment, ne confondez pas ce qui se passe à la Révolution française et ce qui se passe après la Seconde Guerre, mais surtout de ce que vous avez compris de l'esprit et de la pratique et de la théorie de la psychothérapie institutionnelle. En quoi ça vous parle? En quoi ça vous intéresse ou pas? En quoi ça vous aide à penser? C'est-à-dire que la question de la pensée, c'est un peu au cœur de nos métiers et aussi de la formation. Donc, on peut très bien connaître plein de choses, mais être incapable de penser quoi que ce soit. Vous voyez. Donc, je préfère que vous pensiez, que vous appreniez à penser, on apprend toute la vie à penser, plutôt que vous sachiez des choses apprises que vous ne raccordez à rien. Donc, la pensée, elle peut prendre la forme d'une pensée associative. Ah tiens, ça me fait penser à cette histoire de psychothérapie institutionnelle, cette histoire de... Ça me fait penser à une lecture ou dans une autre discipline, une matière, vous voyez. Là, vraiment une pensée au travail. C'est ça le plus important, plutôt que le par cœur. Ouais. Alors avant, je demandais une dissertation, et le problème, c'est effectivement que ça donnait un résultat bizarroïde où les étudiants semblaient dans une course contre la montre effrénée pour mettre le maximum de choses qu'ils avaient retenues chez nous. C'était un peu décevant. Alors qu'il y avait une question assez claire, assez courte. Hein, mais je me suis rendu compte que c'était compliqué pour vous de pouvoir prendre le temps de penser je pense sous l'effet de l'angoisse de l'examen, vous aviez tendance à rebalancer tout le cours et du coup c'était impossible à corriger, et puis surtout d'un ennui mortel, parce que moi le cours je le connais par cœur, vous imaginez 200 fois le relire. Donc maintenant je fais quelque chose en plus pour essayer d'être plus juste dans la notation, qui est généralement, il y a 3 grandes questions, donc quand même qui demandent un peu de rédaction. Et puis je donne 2 points pour la qualité de la rédaction et de l'orthographe, parce que ça reste quand même assez essentiel de savoir écrire correctement, sans faute. Ça peut vous servir dans la vie quand même si maintenant, avec les ordinateurs, avec l'IA, maintenant ça va être de plus en plus à l'arrière-plan. C'est quand même précieux de savoir écrire. Vous allez être amené à écrire des comptes rendus, des choses. Donc voilà pour l'examen. Ça vous va à peu près? Bonne réponse? Mais peut-être parce que j'ai refoulé mes années d'étudiante, mais c'est vrai que j'ai maintenant, après coup, après un espèce d'idéal qui serait que les étudiants utilisent le partiel comme un moyen, évidemment, un exercice académique qui va effectivement avec une note, mais montre un peu, qui a un peu le plaisir à partager sur une copie ce en quoi un cours a animé leur pensée. Voilà, ça serait mon idéal. Peut-être, voilà, je ne sais pas dire qu'il faut absolument l'atteindre, mais alors que j'étais comme vous étudiante, j'ai révisé la veille à 2h du mat pour l'examen de lendemain. Je sais pas, différente, mais vous voyez, il y a quand même cette idée qu'on peut envisager un examen autrement.
Sauf que quand on est en position d'étudiant, il peut y avoir beaucoup de stress et d'angoisse. Je sais que pour vous, il y en a encore plus, parce que maintenant, vous avez encore les plateformes, là, mon master, enfin, il y a beaucoup de changements qui font que la pression est énorme pour vous, une pression de la note. En revanche, ne perdez pas de vue que vous formez quand même un métier. Vous formez un métier humain avec voilà, Vous parliez des partiels ou de toute autre chose? Oui. Dans quel cours vous avez des exemples? Tous vos enseignants, vous voulez dire, ou certains enseignants? Alors, tout dépend. Tiens, alors, mais c'est une vraie question que vous posez. Vous avez entendu la question? Parce que c'est une vraie question sur les examens. Votre collègue demande si on a le droit dans une copie de mettre des exemples en dehors du cours. Il y a des choses, voilà, le cours nous a fait penser à tel exemple. Alors évidemment, on écarte les exemples personnels. Ça me fait penser à ma grand-mère bipolaire qui était à l'asile. Vous voyez, hors sujet, on est d'accord. Donc évidemment, on ne va pas sur ce terrain-là, mais je pense que ce n'était pas votre idée. En revanche, si vous avez le sentiment que vous avez effectivement, vous avez eu l'occasion de lire un livre, quand je vous parlais par exemple de ce roman, Dans la nuit de Bicêtre, hein, c'est un roman paru chez Gallimard qui est inspiré par l'histoire, qui est en lien direct avec le cours. Si vous avez, je ne sais pas, quelque chose de pertinent à dire par rapport au film Vol au-dessus d'un lit, et de pertinent, hein, ce ne soit pas juste voilà, anecdotique, c'est pas interdit. En revanche, il faut qu'il y ait un petit peu de réflexion. Il ne faut pas que ce soit juste quelque chose qui soit purement, justement, qui illustre à la place de penser. Mais bien sûr, oui, mais il faut le faire de façon pertinente. Alors, donc, la SM13. Alors, la SM13, vous voyez, première expérience de secteur, 13e arrondissement de Paris. Donc là, c'est imaginé comme un petit laboratoire, un lieu de soins, un lieu où on pense, un lieu où on réfléchit, un lieu où on essaie de soigner des personnes, des enfants, des adultes, avec une dimension psychiatrique très forte, et puis surtout avec l'histoire des apports de ce courant. Donc l'idée fondatrice de la SM13, mais aussi du secteur et de la PI, psychothérapie institutionnelle, c'est on n'isole plus les malades dans un hôpital pour les soigner. Mais c'est l'hôpital qui va vers le malade. C'est-à-dire qu'on sort d'une vision carcérale, le fameux grand renfermement dont parlait Foucault, hein, on ouvre les murs de l'asile et on va créer différents lieux de soins avec l'idée que ces lieux vont être plus près du lieu de vie d'un patient. C'est-à-dire un centre médico-psychologique, un CMP, un hôpital de jour, un foyer post-cure, un club, comme les fameux clubs thérapeutiques, le club de Beauvillé, qui existe encore. Et le patient, imaginez, voilà, essayez de vous mettre 2 minutes dans la peau d'un grand schizophrène chronique, hein, de 50, 60 ans, qui est schizophrène, qui s'est désorganisé à l'adolescence, qui n'a pas pu travailler, qui n'a pas pu fonder de famille, qui n'a pas pu avoir une vie sociale. C'est quoi sa vie? C'est quoi sa vie dans une ville comme Paris? C'est quoi son histoire et son destin? Un grand schizophrène, aux prises à des phénomènes hallucinatoires extrêmement violents, aux prises à un ralentissement psychomoteur, un ralentissement de la pensée, aux prises à des problèmes simples en hygiène, c'est-à-dire qu'il ne pense pas à se laver, ou alors il ne se lave pas parce qu'il a des idées délirantes sur cette question-là. Donc il survit. Il survit. Et c'est quoi sa vie? Voilà. Alors soit on le rencontre dans le métro, hein, comme SDF, là, à la rue, soit si quelque chose accroche au niveau transférentiel pour lui, il va pouvoir organiser quelque chose d'une vie plus sociable,
une vie plus vivante, on pourrait dire, qui soit en connexion avec d'autres patients ou des soignants qui vont lui permettre de tel jour savoir que là, il a un rendez-vous avec son psychiatre au CMP et l'après-midi, il rejoint le club. Ou là, cette semaine-là, c'est lui qui anime le bar du club, hein, qui sert le café aux patients, etc. Et puis, le lendemain, il va passer une journée à l'hôpital de jour. Où là, il y a une sortie cinéma, où on lui propose, tiens, ça l'intéresse, il fait un atelier d'écriture, parce que ça lui plaît de faire des poèmes. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, essayez aussi de vous représenter très concrètement. C'est-à-dire que même quand vous serez dans vos stages, si vous êtes en pédopsychiatrie, voilà, si vous recevez un enfant, essayez de deviner. Le mot de Freud, Eraton, deviner. C'est-à-dire se mettre à la place quand même, en faisant la part entre ce qui vient de soi, évidemment, et ce qui vient des autres, mais d'essayer de se mettre à la place pour se représenter non seulement le quotidien, par exemple, je prends cet exemple d'un patient schizophrène de 50 ans, mais aussi, quel que soit le sujet, essayer de deviner c'est quoi son histoire, où est-ce qu'il est né, dans quel contexte, est-ce qu'il vient d'un autre pays, est-ce qu'il a une famille unique, une famille complètement éclatée, est-ce qu'il a, etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est essentiel. Donc l'idée du secteur, c'était vraiment ça, c'était de proposer que les différents lieux de soins soient disponibles autour, hein, dans un périmètre accessible, autour du lieu de vie d'un patient. Alors, c'est pour ça que vous vous souvenez que dans l'idée du secteur, chaque département est doté d'un hôpital psychiatrique et chaque commune d'un CMP. Hein, à Paris, il y a comme ça des CMP dans différents arrondissements. Et l'idée, c'est d'enlever à l'asile le caractère chronicisant et enfermant. Favoriser la circulation des personnes, de la parole, des idées, des pensées. Donc l'idée, le secteur lui-même, au niveau administratif, c'est donc l'idée d'un découpage qui permet d'offrir à la population tout venant un ensemble de structures de soins, d'hospitalisation et d'ambulatoire. Ambulatoire, tout le monde sait ce que ça veut dire, un traitement ambulatoire. C'est ça, voilà. On n'y dort pas. Ambulatoire, c'est qu'on y va le matin, on peut revenir le soir, on y va pour une heure. À la différence de l'intra-hospitalier, où là, il y a des lits. Quand on dit un service de 10 lits, c'est-à-dire que les patients, ils dorment. Donc finalement, chaque équipe de secteur va suivre au long cours toute une cohorte de patients, souvent qui ont des maladies longues, qui ne se guérissent pas, comme la psychose, mais dont ils vont pouvoir, au fur et à mesure de la vie de ces patients, les suivre, prendre des nouvelles, éventuellement penser à un moment à une autre orientation, à un moment aigu, hop, hospitalisation pour quelques semaines. Se dire à un moment, tiens, peut-être que pour ce patient, l'appartement thérapeutique, c'est quand même pas si pertinent que ça, c'est trop difficile, il faut peut-être lui proposer un foyer de vie avec d'autres patients. Un autre aspect, c'était aussi, l'un des aspects, c'était aussi l'idée du traitement bifocal ou multifocal, c'est-à-dire de permettre que chaque patient soit suivi, rencontré, par différents professionnels, psychiatres, psychanalystes, éducateurs, infirmiers, etc. Donc on met l'accent sur la dimension extra-hospitalière, en dehors des murs de l'hôpital. Alors, il faut imaginer qu'au début, ça a fait peur aux gens qui vivaient là. Dans le 13e arrondissement, les habitants du 13e étaient terrorisés à l'idée qu'ils allaient voir s'installer à côté de chez eux un lieu qui allait accueillir des schizophrènes. C'est-à-dire que les représentations de la folie restent tenaces, et la peur, c'était de voir finalement débarquer une cohorte de fous furieux, dangereux, menaçants, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ça peut arriver, mais c'est vraiment une grande minorité des cas. Et donc, il a fallu aussi faire tout un travail avec les commerçants, avec les habitants, pour décloisonner finalement la vie quotidienne.
quotidienne, dans une grande ville, et puis tout ce qui avait un lien avec la folie. Ensuite, il y a eu tout ce qu'on appelle le travail de réseau. Alors le travail de réseau, c'est quand tout ce travail de secteur s'élargit aussi en lien avec les écoles, le monde éducatif, avec la justice, la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Pour permettre une prise en charge au plus juste dans des situations parfois d'une très grande complexité. Ça, vous le verrez dans vos stages. Si vous faites des stages à la PJJ, à etc. Donc Racamier, c'est bien le psychanalyste sans divan, écrit en 1970. Alors, on va donner quelques exemples des apports théoriques issus de l'expérience de la psychothérapie institutionnelle, notamment du côté de Racamier, plus freudien, on va dire, et puis ensuite de Jean-Henri, plus lacanien. Alors Racamier, il va mettre en avant, on l'avait déjà vu rapidement, je crois, le soin institutionnel, vous vous souvenez, qui différencie de la psychothérapie institutionnelle. Est-ce que psychothérapie et soin, ça dit la même chose? Ça, c'est des questions que vous allez peaufiner pendant votre cursus, mais il va partir de l'idée, effectivement, que le soin, il faut le différencier. Le soin, c'est ce qui concerne, ce qui intervient au niveau d'un champ somato-psychosocial. On avait déjà vu ça ou pas, il me semble? Non? Un champ somato-psychosocial, ça veut dire quoi, intervenir au niveau du champ somato-psychosocial? Qu'est-ce qui vous vient? Vous recevez un patient et... Somato-psychosocial, ça veut dire quoi? Oui, tout à fait. C'est qu'effectivement, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est schizophrène qu'il faut supporter une rage de dents. Mais ça pose la question de comment on peut permettre à un patient schizophrène d'accepter d'être chez le dentiste. Bon, nous on y va, je pense que personne n'est ravi d'être chez le dentiste, mais a priori on est capable de dépasser l'appréhension et d'y aller. Imaginez un patient psychotique pour lequel la question du corps, de l'intégrité, n'est pas du tout assurée, qui est déjà en permanence soumis à des angoisses de morcellement, de dislocation, etc. Comment lui apporter des soins dentaires? Ou si un patient psychotique schizophrène fait une appendicite, est-ce qu'il va être capable, lui, de se rendre compte qu'il y a un vrai problème et qu'il faut absolument qu'il aille à l'hôpital? C'est-à-dire aussi entendre cette dimension de prise en charge somatique chez des patients pour lesquels c'est extrêmement compliqué. Oui. Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que souvent, dans les services psychiatriques, on a tendance à complètement oublier la dimension somatico-organique, donc on peut passer à côté d'un vrai problème somatique. Et à l'inverse, dans les services somatiques, on va avoir tendance à ne pas prendre en compte la dimension du trouble psychiatrique, parce qu'on n'est pas formé pour ça. Donc c'est simplement une attention à avoir. Alors vous qui n'êtes pas formé comme médecin, ni comme psychiatre, ni comme somaticien, mais comme psychologue, ça relève aussi de votre écoute, d'avoir en tête cette dimension-là. Par exemple, quand vous recevez un patient, que ce soit un enfant ou un adulte, d'avoir en tête que parfois, il y a des troubles d'origine organique. Donc il faut quand même avoir cette dimension-là. Et que donc, cette dimension de soins institutionnels, telle que l'entend Racamier, c'est aussi être capable de prendre en charge cet aspect-là, somatique, tout en tenant compte de la pathologie du patient. C'est-à-dire qu'un patient schizophrène, c'est insupportable pour lui d'aller chez le médecin, a priori. Déjà de se laver, ça peut être compliqué. Oui. Donc comment on travaille pour accompagner ces patients et qu'ils puissent être quand même soignés à minima. Donc, somato, ça c'est le somatique, et puis psychosocial, c'est aussi la dimension sociale, c'est-à-dire avoir la sécurité sociale, avoir un logement décent, avoir accès à ses droits. Ces patients-là, c'est-à-dire que ces patients, ils ne sont pas du tout dans cette préoccupation de, par exemple, s'ils ont le droit au RSA, d'aller faire
faire les démarches pour. Vous voyez, donc il y a un accompagnement, notamment par les assistants sociaux, hein, qui permettent de tenir compte aussi de cette réalité-là. Comment avoir des conditions de vie décentes. Et puis la dimension psychique, évidemment. Donc tout ce champ-là, le soin institutionnel, tient compte de ces aspects plus concrets. Et ce que dit Rakamieh, c'est que l'institution doit porter témoignage de l'existence même du patient, c'est-à-dire dans sa condition humaine, c'est-à-dire d'avoir accès aux droits les plus fondamentaux, hein, d'être soigné s'il est malade somatiquement, d'avoir de quoi manger correctement, d'avoir un toit, d'avoir accès effectivement, sécurité sociale, etc. Donc l'institution va constituer un espace tiers intermédiaire qui fait souvent défaut dans la vie psychique même du patient. Donc le soin institutionnel et la psychothérapie vont articuler la notion de traitement bifocal. Ça, c'est un terme de Rakamieh. Traitement bifocal, c'est-à-dire un soin plus psychothérapeutique, une écoute psychothérapeutique, une dynamique psychothérapeutique. Alors, psychothérapie, on sait qu'on ne soigne pas la psychose. En revanche, avec patience, on peut peut-être permettre à un patient schizophrène, petit à petit, d'accepter de participer à un club et de trouver plaisir à partager avec d'autres dans certaines activités. Donc il reprend des termes de Winnicott, il propose l'institution comme un environnement suffisamment bon. Alors vous vous souvenez le terme de Winnicott, la mère suffisamment bonne, avec sa traduction exacte, qui est en fait la mère passable, la mère correcte. C'est-à-dire la mère qui est aussi défaillante. Et c'est en ça qu'elle est correcte, passable. La mère parfaite, c'est effrayant. La mère parfaite, c'est absolument effrayant. Autant qu'une mère complètement carentielle. Donc l'environnement suffisamment bon, c'est l'environnement, c'est une institution qui est aux prises avec plein de difficultés. Mais malgré tout, qui arrive à soutenir quand même quelque chose, notamment du côté de faire exister les patients. Tenir compte de leur vie psychique, somatique, sociale. Alors, un autre aspect très important dans l'apport de Rakamieh, c'est l'importance qu'il accorde à l'aménagement des relations entre les soignants et les malades, d'une part, et entre l'équipe soignante et le médecin d'autre part. Pourquoi ? Alors pourquoi d'ailleurs? Pourquoi s'intéresser aux relations entre l'équipe soignante et le médecin-chef? Est-ce que ça a un intérêt quand on s'occupe des patients? Pourquoi ça peut avoir un intérêt? Essayez de vous représenter. Ouais. Alors, quand même, il voit les patients. Si on prend décision. En revanche, là où c'est important, c'est qu'il faut que ce soit des relations correctes, parce que s'il y a des points de tension très forts entre l'équipe et le médecin, ça risque de se reporter sur les patients. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme ça un effet où l'équipe, alors c'est mal dit, mais ça peut par la forme, l'équipe, malgré elle, peut se venger sur les patients d'une relation délétère avec le chef de service. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des effets comme ça. Ou d'ailleurs, quand l'institution dysfonctionne, normalement, c'est au détriment des patients. Oui. Alors, après, ça pose des questions, effectivement, des styles de direction. Avec, on verra avec les travaux de Lewin, par exemple, un style autoritaire, un style laisser-faire, un style démocratique. C'est-à-dire en fonction, effectivement, selon la personnalité
d'un chef d'établissement, il va y avoir des tonalités d'organisation un peu différentes. Donc parfois, effectivement, alors avec des effets sur les patients, mais ça on va y venir, hein, on va l'évoquer d'ailleurs, les effets que ça peut avoir sur les patients. Alors il y a un nom assez connu sur par exemple aussi, quand tout d'un coup on s'est mis à écouter les médecins somaticiens, je pense à ça, on l'a pas évoqué, les groupes de parole pour les médecins, ça vous dit rien? Au BANIT, ouais. C'est-à-dire tout petit à petit, c'est-à-dire qu'on s'est mis à s'intéresser aussi au vécu des équipes et à proposer des temps, alors qu'on appelle supervision, intervision, des pratiques, c'est-à-dire qu'on va écouter les soignants et pas seulement les patients, pour essayer de voir ce que ça leur fait aux soignants de s'occuper de leurs patients. Alors, bon, ça je vous passe cette définition parce que vous allez l'écrire pour moi. Je réfléchis, est-ce qu'elle vaut la peine? Alors si quand même, définition de Raquel. L'articulation entre psychanalyse et institution, ça vaut le coup quand même si elle n'est pas très simple au premier abord. Donc il définit l'articulation entre psychanalyse et institution comme, d'une part, l'application de la connaissance psychanalytique, à la compréhension des relations individuelles. Donc, d'une part, l'application de la connaissance psychanalytique à la compréhension des relations individuelles au sein des situations de groupe. Et d'autre part, la non-application directe de la technique psychanalytique et d'autre part la non-application directe de la technique psychanalytique au maniement de ces situations. Est-ce que ça vous paraît clair? Relisez tranquillement. Et d'autre part, la non-application directe de la technique psychanalytique au maniement de ces situations. Qu'est-ce qu'il peut dire, ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il pourrait le reformuler plus clairement? Alors, je la redis une fois, hein, c'est donc. Alors, comment Racamier définit l'articulation de la psychanalyse et de l'institution? Comme, il a défini comme, d'une part, l'application de la connaissance psychanalytique à la compréhension des relations individuelles au sein des situations de groupe, et d'autre part, la non-application directe de la technique psychanalytique au maniement de ces situations. Ouais. Alors, j'aurais dit l'inverse. Votre collègue a dit on peut utiliser la technique psychanalytique au sein même des services. Ouais, allez, essayez. Elle est d'un point de vue actif? Je vois un peu. Les mots à avoir en tête, c'est le mot connaissance psychanalytique et technique psychanalytique. C'est pas la même chose, vous voyez? Il joue sur ces deux registres-là.
Donc appliquer des connaissances, mais non appliquer de la technique. C'est-à-dire qu'on on peut pas jouer au psychanalyse comme dans une cure, quand on est en institution. On ne peut pas faire le ou interpréter comme ça. En tout cas, c'est pas le Murakami. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les connaissances. Alors, c'est quoi les connaissances acquises par la psychanalyse? Qu'est-ce qu'elle nous permet de connaître, la psychanalyse, essentiellement? Le transfert, oui, tout à fait. Oui, allez-y, madame. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les connaissances de la psychanalyse. La psychanalyse comme science, une science, on va discuter, mais c'est quoi ce qu'elle nous permet de connaître quoi? Effectivement, le transfert, l'inconscient, les défenses psychiques. Hein. Donc ça, ce sont un ensemble de connaissances qui nous permettent d'aborder l'institution différemment si on a ces connaissances ou si on ne les a pas. Ne serait-ce que d'avoir en tête les phénomènes de transfert. Mais vous abordez l'institution de façon très différente si vous arrivez avec ces connaissances-là, ce qui sera votre cas dans vos stages. En revanche, la technique, vous ne pouvez pas appliquer la technique psychanalytique de façon sauvage dans l'institution. Vous n'allez pas vous mettre à interpréter un soignant ou un patient quelque chose. Bon, on verra que chez Uri, c'est un peu différent. Vous voyez? Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez repérer la différence entre c'est quoi le champ des connaissances psychanalytiques, qu'est-ce qu'on appelle la technique psychanalytique, qu'est-ce qu'on appelle même la méthode. La connaissance, les connaissances, on a un modèle, il y a un modèle de psychanalyse pour parler elle a construit un modèle. C'est quoi le modèle pour la psychanalyse de compréhension? Non. Alors l'associativité, ça c'est la méthode. Mais le modèle de compréhension de l'humain du point de vue de la psychanalyse, ça a été théorisé comment? Par quel modèle théorique? La métapsychologie. Vous voyez? Ça, c'est important que vous arriviez à avoir un repère. La métapsychologie, c'est le modèle théorique construit par Freud pour rendre compte de la complexité du fonctionnement psychique. Alors, allez vérifier dans le vocabulaire de la psychanalyse. Il y a un bouquin que vous pouvez acheter, c'est le vocabulaire de la psychanalyse, la planche et Pontalis. Donc, la métapsychologie. Donc, la métapsychologie, vous allez la découvrir petit à petit. Le vocabulaire de psychanalyse, la planche et Pontalis. C'est comme un dictionnaire, ça s'appelle un vocabulaire, c'est le plus sérieux quand on veut approcher des concepts psychanalytiques. Donc la métapsychologie, l'associativité, vous avez raison, c'est au cœur de la méthode. La méthode analytique, c'est l'association libre. Mais l'association libre, on peut l'utiliser aussi dans l'institution, non pas parce qu'on n'est pas en situation de dire un patient associé librement, mais nous-mêmes, comme cliniciens, on va essayer d'associer. Associer, c'est comme penser, mais au sens de laisser les pensées aller. Et dans un après-coup, ça peut être ressaisi par la théorie, donc on va essayer de construire, de penser de façon plus élaborée, de penser plus construite, théoriser quelque chose à partir d'un cas, à partir d'une situation institutionnelle. Vous voyez? Donc, ça, à mon avis, ça fait partie des repères essentiels pour vous, en début de cursus, dans les deux. C'est-à-dire déjà repérer, c'est quoi la métapsychologie, c'est quoi la technique psychanalytique. Il y a un bouquin de Freud qui s'appelle La technique, un recueil de textes sur la technique psychanalytique, effectivement. Et la technique, effectivement, la technique, c'est aussi, il y a la méthode. La méthode et la technique, c'est déjà pas tout à fait pareil. Pouvoir repérer. Et après, pouvoir repérer, c'est quoi la psychopathologie par rapport à la psychanalyse? C'est quoi la psychologie par rapport à la psychopathologie? Tout ça, vous avez... Bon, on va s'arrêter là, parce qu'avec tout ça, si déjà vous avez